Assalamu alaikum. Avec vous, Madame Dirka Urkia. Donc, on va continuer sur le domaine du machine learning ou bien l'apprentissage automatique. Dans cette vidéo, je vais parler sur deux notions très importantes qui concernent l'apprentissage automatique, modèle et algorithme. Ce sont les paramètres et les hyperparamètres. Ok? Donc, on va essayer de voir la définition de chaque notion. C'est quoi un paramètre dans un modèle d'apprentissage ou bien dans un algorithme d'apprentissage, et aussi c'est quoi l'hyperparamètre dans un modèle d'apprentissage ou bien un algorithme d'apprentissage, et quelle est la différence entre ces deux concepts. Bien, donc on va se mettre dans le contexte. Toujours, il faut que l'étudiant, pour qu'il puisse suivre un cours, c'est-à-dire d'une façon lucide, il faut qu'il se met dans le contexte, il se situe dans le contexte pour savoir, c'est-à-dire c'est les notions du domaine. Donc, dans notre cas, on voudrait faire de l'apprentissage automatique. Automatiquement, on va utiliser trois axes importants. On va utiliser des datasets qui sont les données. Ils sont formés de deux types de variables, les x et y. X c'est les features ou bien les caractéristiques, et Y c'est l'observation ou bien le résultat, qui est en anglais le target ou bien the target. Puis sur ces données là, on va faire de l'apprentissage. Comment? Grâce à des modèles d'apprentissage. Donc on a des modèles d'apprentissage et il y en a plusieurs. Et puis avec le modèle et avec les données, on va utiliser des algorithmes qui vont utiliser les deux notions, les datasets et les modèles d'apprentissage, pour faire de la prédiction. Donc ce sont les trois notions de base dans tout type d'apprentissage automatique. Les datasets, qui sont les données, les modèles d'apprentissage qu'on doit déterminer, bien sûr on voudrait déterminer des modèles optimaux, et puis bien sûr c'est les algorithmes qui vont déterminer les paramètres et les hyperparamètres de chaque modèle. Donc, ces modèles et ces algorithmes utilisent des paramètres. Donc, en général, ces paramètres sont dans les modèles et ils sont déterminés par les algorithmes d'apprentissage. Vous voyez? Donc, parmi les constituants du modèle, il y a les X et Y, c'est-à-dire les features and les targets, et il y a aussi les paramètres. Les hyperparamètres, ce sont des paramètres qu'on trouve dans les, c'est-à-dire dans le concept de l'algorithme d'apprentissage qui va déterminer les paramètres du modèle. Vous voyez, ce sont des hyperparamètres. Pourquoi? Parce qu'ils sont fixés a priori, c'est-à-dire on leur donne une valeur au début, initialement. Donc on va voir ça par la suite. Ça c'est pour se mettre dans le contexte. On va voir très bien la définition de l'hyperparamètre et bien sûr son utilité et la différence avec un paramètre. Bien. Donc, c'est quoi un paramètre en machine learning? Les paramètres des modèles d'apprentissage sont les variables que la technique ou bien l'algorithme de machine learning sélectionné, parce qu'il y a beaucoup d'algorithmes d'apprentissage automatique. Donc, les paramètres qui se trouvent dans les modèles d'apprentissage sont calculés ou bien déterminés par les algorithmes du machine learning sélectionnés. Bon, ils sont utilisés pour s'adapter aux données, c'est-à-dire aux données du dataset. On va prendre un exemple de paramètres. Donc pour le moment, on se met dans la tête que les paramètres constituent le modèle d'apprentissage. Et on sait qu'il y a plusieurs modèles d'apprentissage. Donc par exemple, dans un premier exemple, c'est-à-dire le Deep Neural Network, ou bien en abréviation DNN, c'est-à-dire le réseau de neurones profond, Deep Learning, il est composé de nœuds de traitement qu'on appelle neurones. Chacun d'entre eux effectue une opération spécifique sur les données lors de leur propagation à travers le réseau de neurones. Donc lorsque votre DNN est entraîné, chaque nœud possède une valeur de pondération qui indique à votre modèle l'impact de ce nœud sur la prédiction finale. Donc ces pondérations, bien ces poids, sont un exemple de paramètres associés au modèle. Donc ça c'est un exemple de paramètres qui se trouvent dans le modèle de réseau de neurones profond, ou bien le deep learning. Très bien. Un autre exemple, en régression linéaire simple,
Donc une régression linéaire simple, c'est une régression qui contient une seule variable, ou bien une seule caractéristique x, et bien sûr l'observation y. Donc le modèle est égal, c'est-à-dire le modèle de la régression linéaire simple, y égale a de x plus b. Vous voyez, on a une seule caractéristique x et on a l'observation ou bien le résultat, bien la target y. Et bien sûr, on a le paramètre b. Donc vous voyez que on sait que la régression linéaire est un cas spécifique de la régression polynomiale. C'est dans le cas où le degré de la régression polynomiale est égal à 1 qu'on obtient ce modèle de régression linéaire simple. Parce qu'on a utilisé une seule caractéristique du dataset. Parce qu'on sait que le dataset, il contient, c'est-à-dire, c'est un genre de structure de tableau où on a plusieurs observations sur plusieurs exemples. Par exemple, pour le cas du dataset des malades de Covid, on a les lignes, ce sont les patients, et les colonnes, ce sont c'est-à-dire les caractéristiques de chaque patient qui peut avoir le Covid ou non. D'accord? Très bien. Donc, dans le modèle de la régression linéaire simple, qui est un cas particulier de la régression polynomiale, dans le degré égal à 1, donc cette régression linéaire simple, les coefficients du modèle, vous voyez les coefficients A et B qui constituent le modèle, s'appellent des paramètres. Ce sont les paramètres qui constituent le modèle. D'accord? Donc sur le plan géométrique, le A, parce que vous voyez ici que c'est une équation de premier degré. Donc le A, et bien sûr, c'est une équation d'une droite, c'est-à-dire c'est de notion mathématique. Donc le A, c'est l'ordonnée d'origine, et le B égale la pente, ou bien on l'appelle le biais. Bien le biais, tout dépend de la prononciation qu'on utilise. Bien. Donc vous voyez que les paramètres constituent le modèle. Donc comment on va déterminer ces paramètres? Parce que le dataset, il nous donne le x, les futures, et il nous donne le y. Donc y et x dans ce cas, ils sont connus. Les inconnus, c'est le a et le b. Donc on va utiliser un algorithme d'apprentissage, dans notre cas c'est la régression linéaire, pour déterminer les a et les b, les paramètres. D'accord? Donc l'algorithme d'apprentissage détermine les meilleures valeurs de a et b. On voudrait toujours déterminer les valeurs a et b qui sont, c'est-à-dire optimales. Que veut dire optimales? Lorsqu'on va faire la prédiction d'un nouveau cas, ok, donc il va nous donner une meilleure prédiction. Donc les coefficients en régression linéaire ou bien polynomiale sont les paramètres. Ça, on les appelle les coefficients. Mathématiquement, le a et le b, c'est les coefficients du polynôme. Et dans notre cas, c'est un polynôme de premier degré parce qu'on a x, c'est-à-dire ici, la puissance est égale à 1. Donc le degré égal à 1. Donc les coefficients du polynôme sont les paramètres. Vous voyez, donc pour le moment, on parle de paramètres. Donc, c'est un autre exemple de paramètres associés au modèle. Donc on a vu le paramètre dans le cas du deep learning et on a vu un paramètre ou bien les paramètres dans le cas par exemple de la régression linéaire simple. Donc les valeurs de ces paramètres qui sont les coefficients du modèle sont obtenues par apprentissage, des algorithmes d'apprentissage. On va voir après quelques exemples de ces algorithmes. Donc je peux dire généralement que les paramètres du modèle d'apprentissage sont le modèle. Vous voyez, c'est-à-dire ici, concernant les x et les y, ce sont les données d'entrée. Donc ils sont connus, c'est les inputs. Ok? Les inconnus, c'est les a et les b. Donc, si on n'a pas le a et le b, on n'a pas le modèle. Donc globalement, on peut dire que les paramètres du modèle d'apprentissage sont le modèle. C'est le modèle lui-même. Vous voyez? Donc ce sont eux qui permettent de distinguer notre modèle des autres modèles, parce qu'on a dit qu'en apprentissage automatique, il y a plusieurs modèles. Donc c'est grâce à ces paramètres du modèle qu'on peut distinguer tel ou tel modèle. Donc, par déduction, je peux dire que les paramètres du modèle sont les modèles. Pourquoi? Le fait qu'ils ont un impact important sur la sémantique du modèle. Ce sont eux qui permettent de distinguer notre modèle des autres modèles du même type travaillant sur des données similaires. C'est-à-dire si on a le même dataset, c'est les paramètres qui vont différencier les modèles d'apprentissage. Bien. Maintenant, donc on a vu ici que veut dire un paramètre en machine learning. Maintenant, l'hyperparamètre. On voit déjà dans la nomination de cette notion, on a ajouté la notion d'hyper. En anglais, hyper, c'est-à-dire grand, bien, qui a une certaine hauteur. Donc c'est sûr que cette nomination, elle a une certaine sémantique liée à la définition de l'hyperparamètre. Parce qu'on a vu qu'on a le paramètre, très bien. Maintenant, l'hyperparamètre, c'est toujours un paramètre, mais il est spécifique. Donc pourquoi il est hyper? Par le fait que son impact, il est important sur le résultat.
La valeur de l'hyperparamètre, c'est-à-dire l'impact de l'hyperparamètre dans le modèle ou bien dans l'algorithme, il a, c'est-à-dire un impact significatif sur les résultats obtenus, c'est-à-dire les résultats d'apprentissage obtenus. Bien, comment? On va le voir. Donc les hyperparamètres correspondent aux paramètres d'ajustement des algorithmes d'apprentissage automatisés, ou bien le machine learning. Donc on doit, pour optimiser un modèle, revient à régler ces hyperparamètres. Donc le choix de ces hyperparamètres a un impact significatif sur la performance du modèle et les résultats de l'apprentissage. Bien sûr, c'est au concepteur du modèle de l'algorithme, dans notre cas on l'appelle le data scientist, ok, bien le scientifique des données en français. Donc c'est au concepteur du modèle de l'algorithme ou bien le data science qui doit configurer ces hyperparamètres. C'est-à-dire il doit donner les valeurs optimales ou bien les valeurs, c'est-à-dire contrôlées qui permettent d'obtenir un modèle, c'est-à-dire de bonne qualité. Bien. Donc les hyperparamètres permettent de déterminer les paramètres d'une façon indirecte. C'est grâce aux hyperparamètres qu'on arrive à trouver le modèle d'apprentissage optimal. Et on a dit que le modèle contient des paramètres. Donc c'est grâce à l'algorithme d'apprentissage qu'on peut déterminer les paramètres. Maintenant, ces hyperparamètres, ils se trouvent où? Donc c'est au niveau de l'algorithme, bien du modèle, on va le voir par la suite. Donc les hyperparamètres sont les variables qui régissent le processus d'entraînement lui-même. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, ce sont des variables qui contraignent le processus d'entraînement, parce qu'on sait que l'entraînement, il détermine les paramètres du modèle. Donc les hyperparamètres régissent sur le processus d'entraînement. C'est-à-dire, ils ont un impact sur le processus d'entraînement qui permet de déterminer les paramètres du modèle. Donc par exemple, une partie de la conception d'un DNN en deep learning consiste à décider du nombre de couches de nœuds masqués à utiliser entre les couches d'entrée et les couches de sortie, ainsi que du nombre de nœuds que chaque couche cachée doit utiliser. Donc ces variables ne sont pas directement liées aux données d'entraînement, ce sont des variables de configuration. On peut pas, on n'a pas une méthode garantie qui va nous donner ces valeurs-là. Ils ont un impact, c'est-à-dire ils font partie du processus algorithmique pour déterminer les paramètres du modèle de réseau de neurones. Mais leurs valeurs n'ont pas des méthodes garanties pour les déterminer. Donc, ce sont des hyperparamètres par le fait que, premièrement, ils ont un impact sur la qualité du modèle obtenu, mais en même temps, ce sont des paramètres qui sont fixés a priori. Que veut dire a priori? On va leur donner des valeurs initialement. Comment? Ou bien d'une façon aléatoire, ou bien on peut toujours proposer des heuristiques, c'est-à-dire des méthodes d'optimisation. Ce sont ces heuristiques, c'est-à-dire c'est selon, bien sûr, le cas d'étude. On peut proposer des méthodes pour déterminer ces paramètres, mais généralement, on les fixe. C'est-à-dire on leur donne des valeurs aléatoires, qui n'ont aucune garantie, c'est-à-dire d'optimalité. Okay? C'est pour ça qu'on les appelle des hyperparamètres, pour deux raisons. Par le fait qu'ils ont un impact significatif sur la détermination du bon modèle, et deuxièmement, ce sont des valeurs qui sont fixées a priori, d'accord, c'est-à-dire en avance, c'est-à-dire avant l'entraînement, bien durant l'entraînement. Donc une remarque importante, les paramètres changent au cours d'une tâche d'entraînement, alors que les hyperparamètres sont généralement constants pendant une tâche. C'est pour ça que je vous ai dit qu'ils sont fixés a priori. Donc c'est-à-dire ça reste toujours ouvert. On peut utiliser des méthodes heuristiques qui permettent que les hyperparamètres s'adaptent, mais généralement on les fixe avant l'entraînement. C'est les paramètres qui changent parce que c'est un processus itératif. C'est-à-dire leurs valeurs changent, c'est les valeurs des paramètres du modèle changent durant le processus d'entraînement dans le but d'obtenir les meilleurs paramètres possibles pour avoir un bon modèle d'apprentissage. Et on a dit que veut dire un bon modèle d'apprentissage. C'est un modèle qui permet de faire une très bonne prédiction pour un nouveau cas. Si on a un nouveau cas, il va l'apprendre d'une façon efficace. Et je peux même ajouter qu'un bon modèle, c'est un modèle qui évite l'overfitting et l'underfitting. On va voir ça par la suite. Très bien, c'est-à-dire l'overfitting, c'est-à-dire le surapprentissage ou bien le sous-apprentissage. C'est-à-dire ce sont deux procédés pour évaluer notre prédiction.
Donc, je répète, les paramètres changent au cours d'une tâche d'entraînement. Donc, dans le processus d'entraînement, les paramètres changent dans le but d'obtenir les meilleurs paramètres. Alors que les hyperparamètres sont généralement constants pendant une tâche. Ils sont fixés a priori. Mais ils sont importants dans le processus d'entraînement. Ils sont utilisés pour que l'algorithme utilise le principe d'apprentissage. C'est-à-dire qu'ils constituent la sémantique, ok, du principe d'apprentissage de l'algorithme d'apprentissage. Donc, les paramètres sont calculés par l'algorithme d'apprentissage, ça c'est une conclusion. Les paramètres sont fixés a priori, vous voyez. Donc, généralement, les paramètres qui constituent le modèle, ils sont calculés par l'algorithme d'apprentissage. On a dit qu'on a besoin d'un algorithme d'apprentissage pour déterminer les paramètres inconnus dans un modèle d'apprentissage. Maintenant, les paramètres, ils sont fixés a priori. C'est des paramètres qui se trouvent dans le processus d'entraînement. Donc, ces paramètres sont fixés aléatoirement, c'est-à-dire ils sont fixés a priori, c'est-à-dire en avance, ou bien initialement. Mais comment, c'est-à-dire on fixe ces valeurs-là, c'est-à-dire les valeurs des hyperparamètres, ou bien d'une façon aléatoire, ou bien on peut toujours utiliser des méthodes heuristiques, des méthodes d'optimisation. Ce sont des heuristiques que le data science peut proposer. Bien sûr, après avoir analysé son cas d'étude, il peut proposer une méthode algorithmique qui permet de déterminer, c'est-à-dire ces hyperparamètres de façon efficace. Donc c'est toujours ouvert dans le domaine de l'algorithmique. C'est toujours des idées qu'on peut, c'est-à-dire proposer, ou bien qu'on peut avoir, ou bien qu'on peut créer, bien sûr, après avoir fait une analyse sur notre cas d'étude, après avoir bien compris notre projet, après avoir fait un état de l'art pour comprendre, bien sûr, le domaine, on peut toujours déduire des petites idées qu'on peut, c'est-à-dire modéliser sous forme d'un algorithme, ou bien d'une procédure algorithmique qui va nous permettre de déterminer ces hyperparamètres. Très bien. Maintenant, on va faire une petite comparaison entre les paramètres et les hyperparamètres en machine learning. Donc, les paramètres des modèles de machine learning que l'on peut modifier sont appelés des hyperparamètres. Attention à ne pas les confondre avec les paramètres du modèle qui, eux, sont calculés automatiquement pendant l'entraînement. Vous voyez? Donc, les paramètres des modèles de machine learning que l'on peut modifier, vous voyez? Parce que les hyperparamètres sont des valeurs, c'est-à-dire on leur donne des valeurs initialement, a priori. Donc, on peut toujours changer ces valeurs-là dans le but d'avoir de très bons modèles. Alors que les paramètres du modèle sont appris automatiquement pendant l'entraînement, bien sûr grâce à l'algorithme et en utilisant ces hyperparamètres. Très bien. Exemple. Donc, on va essayer c'est-à-dire de toucher cette conclusion. Donc, par exemple, en Deep Neural Network, le DNN, le nombre de couches d'un réseau de neurones, c'est un hyperparamètre. Le biais d'un neurone donné est un paramètre du réseau. Vous voyez, ça vous montre que dans chaque modèle d'apprentissage automatique, on a des paramètres et des hyperparamètres. On peut avoir des cas où on n'a que des paramètres, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'hyperparamètres. C'est-à-dire si l'algorithme, c'est-à-dire, comment dirais-je, c'est un algorithme qui existe déjà, par exemple, dans le cas de la régression linéaire simple, on peut utiliser, c'est-à-dire la méthode de descente ou bien la méthode des moindres carrés, donc on n'a que des paramètres, on n'a pas d'hyperparamètres. Bien, dans notre cas, dans le DNN, le nombre de nœuds, bien le nombre de couches d'un réseau de neurones, c'est un hyperparamètre parce qu'il est fixé a priori, et le biais d'un neurone donné est un paramètre du réseau, c'est-à-dire le poids. Bien, en régression polynomiale, parce qu'on a dit qu'on a la régression linéaire qui est un cas particulier de la régression polynomiale, c'est-à-dire dans le cas où le degré est égal à 1. Donc en régression polynomiale, les coefficients en régression linéaire et polynomiale sont des paramètres, c'est-à-dire les coefficients du polynôme, ce sont les paramètres. Donc c'est à l'algorithme d'apprentissage de les déterminer en utilisant des hyperparamètres. Quel est l'hyperparamètre dans le cas de la régression polynomiale? Parce que dans le cas de la régression linéaire, le degré égal à 1, donc c'est fixé, il n'y a pas d'hyperparamètre. Dans le cas de la régression polynomiale, donc on a un degré. Chaque polynôme, on peut avoir plusieurs degrés, 2, 3, 4, 5. L'essentiel, c'est un degré n qui varie entre 1 à n. Donc le 1, c'est le cas de la régression linéaire. Pour la régression polynomiale, c'est de 2 à n. Donc, dans le cas de la régression linéaire, les paramètres, c'est les coefficients du polynôme sont les paramètres, très bien. Le degré du polynôme est un hyperparamètre, parce qu'on doit le choisir, on doit le fixer a priori, on va choisir une valeur. On va voir par la suite en Python, je vais essayer d'utiliser plusieurs degrés pour voir. 3,
3, 4, 5. C'est selon, parce que c'est selon le degré qu'on va utiliser, c'est-à-dire on va choisir combien de caractéristiques, c'est-à-dire les variables caractéristiques qui sont les features, on va utiliser. Une variable 2, 3, 4, 5, parce qu'on sait que dans un dataset, il y a, c'est-à-dire plusieurs caractéristiques. Bon, il y a des caractéristiques très importantes qui ont un impact sur l'évaluation de nouveaux cas, mais bien la prédiction de nouveaux cas. Il y a des, c'est-à-dire des, comment dirais-je, il y a des caractéristiques qui sont, c'est-à-dire pas tellement importantes. Par exemple, dans le cas du Covid, je peux dire, par exemple, l'âge il est important, le poids il est important, par exemple, le rythme cardiaque il est important, la fièvre elle est importante, l'adresse du patient, elle peut être dans le dataset des malades du Covid. On peut avoir l'adresse du patient, mais l'adresse c'est pas tellement important. C'est pas tellement, c'est-à-dire elle n'a pas un impact sur notre but. Par exemple, si on voudrait savoir si un malade ou bien un patient qui a telle ou telle caractéristique a le Covid ou non. Donc l'adresse, elle n'a pas tellement d'importance. On peut l'éviter, vous voyez. C'est dans le cas de la régression polynomiale. Donc le degré de la régression polynomiale indique le choix du nombre de variables caractéristiques à utiliser dans notre apprentissage. Donc je répète, dans la régression polynomiale, les coefficients du polynôme sont les paramètres, le degré du polynôme est un hyperparamètre, il est fixé a priori. Bien. Maintenant, dans l'algorithme KNN, bien le modèle KNN, le K-nearest neighbors, le K qui est le nombre des proches voisins de l'algorithme est un hyperparamètre parce qu'on le fixe a priori. Vous voyez? Donc justement, je ne peux pas vous dire, le fait de fixer 4, 5, 10, 20, c'est-à-dire la valeur à fixer, elle me garantit un bon modèle. Je ne peux pas le dire. Je dois donner une valeur et je teste et je vais voir les scores, etc. C'est pour ça que les hyperparamètres changent durant l'apprentissage. On peut changer toujours, c'est-à-dire prendre plusieurs valeurs. Des fois même, on fixe un intervalle c'est-à-dire de changement des valeurs des hyperparamètres à un certain intervalle pour changer c'est-à-dire tester plusieurs valeurs de l'hyperparamètre et voir bien sûr la qualité du modèle, si c'est un bon modèle ou non, bien sûr, grâce à des métriques statistiques comme c'est-à-dire le score, etc. Donc, dans la KNN, le K c'est un hyperparamètre parce qu'il est fixé a priori et il y a un autre hyperparamètre, la distance. On peut utiliser par exemple la distance euclidienne ou bien la distance de Manhattan. Il y a plusieurs distances à utiliser dans le principe algorithmique du KNN. Donc, c'est des hyperparamètres. En SVM, l'hyperparamètre de tolérance aux erreurs dans les machines à vecteurs de support est un hyperparamètre, c'est-à-dire le epsilon, il y a aussi le C, le gamma, ainsi de suite. On va voir après un tableau récapitulatif. Ça, c'est quelques exemples pour toucher, ou bien pour voir la différence entre paramètres et hyperparamètres. Maintenant, pourquoi on utilise des hyperparamètres? Dans l'apprentissage automatique, un hyperparamètre est un paramètre dont la valeur est utilisée pour contrôler le processus d'apprentissage. Il contrôle, c'est-à-dire il rentre dans la sémantique de l'algorithme d'apprentissage. Donc, je répète, dans l'apprentissage automatique, un hyperparamètre est un paramètre dont la valeur est utilisée pour contrôler le processus d'apprentissage. En revanche, les valeurs des autres paramètres, généralement la pondération des nœuds, sont obtenues par apprentissage, qui sont les paramètres. Vous voyez? Donc les hyperparamètres, c'est des valeurs qui sont fixées a priori pour contrôler le processus. Les autres paramètres sont calculés par l'algorithme lui-même, c'est-à-dire en global. Donc les hyperparamètres peuvent être classifiés comme étant des hyperparamètres de modèle et il y a des hyperparamètres d'algorithme. Vous voyez? Donc, on va se mettre d'accord que les paramètres constituent le modèle. Donc, la notion de paramètres, ce sont des valeurs qui se trouvent dans des valeurs inconnues qu'on doit déterminer par l'algorithme d'apprentissage qui se trouvent bien, qui constituent le modèle d'apprentissage. Vous voyez? Les hyperparamètres, on a deux cas. On peut avoir un hyperparamètre dans le modèle et on peut avoir des hyperparamètres dans l'algorithme. Vous voyez? Donc les paramètres, c'est pour le modèle. Les hyperparamètres, ils peuvent être dans le modèle ou bien dans l'algorithme. Donc, les hyperparamètres du modèle d'apprentissage qui ne peuvent pas être déduits en ajustant la machine à l'ensemble d'entraînement parce qu'ils s'appliquent à la tâche de la sélection du modèle.
Donc, c'est dans quel modèle utiliser. Maintenant, les hyperparamètres d'algorithme, ce sont les paramètres qui en principe n'ont aucune influence sur la performance du modèle, mais affectent la rapidité et la qualité du processus d'apprentissage. Ils ont un concept sur le déroulement de l'algorithme d'apprentissage. Parce qu'on sait qu'on utilise un algorithme. Et bien sûr, dans le monde de l'algorithmique, l'informaticien développeur, ou bien dans notre cas le data scientist, il doit avoir le souci de la complexité algorithmique, avec tout le poids que cette notion de complexité, c'est-à-dire utilise. Donc il y a la complexité temporelle, la complexité spatiale et beaucoup c'est-à-dire globalement ce sont les deux axes importants. Maintenant, l'hyperparamètre d'algorithme, ce sont des paramètres qui sont injectés dans le principe de l'algorithme pour, c'est-à-dire contrôler cette notion de rapidité, de qualité du processus, etc. Donc, ça rentre dans le principe de l'algorithme d'apprentissage, dans le processus d'apprentissage. Parce qu'en fin de compte, le processus d'apprentissage, c'est l'algorithme. Vous voyez? Parce que le modèle, c'est la notion de données. Mais l'algorithme, c'est des instructions itératives qui utilisent ces hyperparamètres. Donc, qui contrôlent le processus d'apprentissage dans le but d'avoir un bon modèle. D'accord? On l'a déjà mentionné ici. On a dit que les hyperparamètres, c'est-à-dire bien sûr, donc l'hyperparamètre est un paramètre dont la valeur est utilisée pour contrôler le processus d'apprentissage, bien sûr, dans le principe de l'algorithme. Bien. Donc, on va donner un exemple d'hyperparamètre de modèle et un exemple d'hyperparamètre d'algorithme. Donc, dans le modèle, par exemple, la topologie et la taille d'un réseau de neurones dans le DNN, le nombre de couches de nœuds cachés qui seront utilisées entre la couche d'entrée et la couche de sortie du réseau en deep learning sont des hyperparamètres dans le modèle DNN. Les coefficients du polynôme dans le modèle de la régression polynomiale, ce sont des... ça c'est... Les hyperparamètres. Les coefficients, ce sont des paramètres. Donc ça, c'est une erreur ici. Je rectifie. Le degré ici. Le degré du polynôme. Parce que le degré, il fait partie du modèle. Parce qu'il constitue le polynôme. Donc le degré du polynôme dans le modèle de la régression polynomial est un hyperparamètre. Hyperparamètre lié bien sûr, lié au modèle. Vous voyez, parce qu'ici je suis en train de vous donner des exemples sur les hyperparamètres du modèle. Très bien. Donc le degré du polynôme dans le modèle de la régression, ici régression c'est et j'insiste sur l'orthographe, c'est très important. Polynomial est un hyperparamètre lié au modèle. Très bien. Maintenant, on va donner des exemples d'hyperparamètres dans l'algorithme. Ici, c'est des modèles liés au modèle. C'est des hyperparamètres qui se trouvent dans le modèle. Maintenant, les hyperparamètres de l'algorithme, des exemples d'hyperparamètres d'algorithme sont par exemple la vitesse d'apprentissage et la taille des lots. Il y a le C qui est la régularisation. Dans le cas de la SVM, il y a le C qui est un paramètre de régularisation, il y a le sigma qui est la portée du noyau, le kernel, il y a l'epsilon qui est la tolérance aux erreurs dans les machines à vecteurs dessus pour la SVM. On va voir par la suite en détail sur le plan mathématique où on trouve le C, le sigma et l'epsilon. Parce que je dois vous donner le modèle écrit mathématiquement et aussi le principe de l'algorithme avec les notions mathématiques pour voir où se trouve le C, le sigma, etc. Ça va être utile pour les gens qui veulent développer les algorithmes d'apprentissage, c'est-à-dire ils veulent programmer la SVM, qui n'utilisent pas directement le modèle SVM qui se trouve intégré dans les librairies de Python par exemple. C'est les gens qui veulent développer leur propre SVM pour contrôler bien sûr les différentes étapes de l'algorithme. Donc, ils doivent vraiment voir l'écriture mathématique du modèle et des notions algorithmiques de l'algorithme d'apprentissage.
Donc pour la SVM, les hyperparamètres de l'algorithme, il y a le C, le sigma, l'epsilon, le gamma. On va voir ça par la suite. Donc les différents hyperparamètres varient en fonction de la nature des algorithmes d'apprentissage. Par exemple, certains algorithmes d'apprentissage automatique simples, comme la régression linéaire, n'en nécessitent aucun. C'est-à-dire la régression linéaire simple, c'est une régression polynomiale de degré 1. Elle utilise la méthode de descente de gradient ou bien la méthode de moindre carré. Il n'y a pas d'hyperparamètres. Le principe, il est mathématique. Bien sûr. Et dans le modèle, il y a les paramètres qui sont les coefficients du polynôme. Pardon. Donc, vous voyez qu'il y a des algorithmes d'apprentissage où on n'a pas d'hyperparamètres. Donc, dans le cas, c'est-à-dire du modèle de régression linéaire simple, les paramètres sont les coefficients du polynôme et on n'a pas d'hyperparamètres dans l'algorithme. Compte tenu de ces hyperparamètres, l'algorithme d'apprentissage apprend les paramètres à partir des données. Vous voyez le lien entre paramètres et hyperparamètres. C'est grâce aux hyperparamètres qu'on apprend les paramètres. Très bien, parce que les hyperparamètres sont des valeurs qui sont utilisées dans le principe, le processus d'apprentissage. C'est-à-dire dans l'idée algorithmique, vous voyez. Le modèle est fixé. C'est-à-dire, si on dit régression linéaire simple, le modèle est fixé. Y égale à x plus b. Ça, c'est mathématique. C'est-à-dire, on l'a emprunté au monde des mathématiques. Donc, l'algèbre spécifiquement. Donc, y égale à x plus b, c'est un modèle de régression linéaire simple. Mais comment déterminer a et b? On utilise un algorithme qui est la méthode de descente de gradient. Donc, dans ce cas, on n'utilise pas d'hyperparamètres. La SVM, la même chose. C'est une méthode qui utilise des modèles mathématiques. Mais dans la définition, du modèle de la SVM, parce que la SVM, c'est-à-dire, on doit avoir deux classes, c'est-à-dire faire des séparations. Donc, automatiquement, on utilise des marges, on utilise des vecteurs dans cette méthode. Donc, dans le principe de l'algorithme, on a des hyperparamètres. Donc, généralement, ici je vais l'écrire en rouge, parce que c'est une conclusion qui nous montre là, c'est-à-dire le lien entre paramètres et hyperparamètres. C'est-à-dire ils sont complémentaires. On ne peut pas, c'est-à-dire utiliser un sans l'autre. Pour des cas spécifiques, on peut avoir que des paramètres. Très bien. Donc, en conclusion, le lien entre paramètres et hyperparamètres. Compte tenu de ces hyperparamètres, c'est-à-dire en utilisant ces hyperparamètres, parce que leurs valeurs, elles sont fixées a priori, c'est-à-dire initialement. Compte tenu de ces hyperparamètres, l'algorithme d'apprentissage apprend les paramètres à partir des données. Et puisqu'il apprend les paramètres, donc il va nous donner le modèle d'apprentissage qui va être utilisé par la suite pour que la machine peut prédire pour les nouveaux cas. Très bien. Donc ici, j'ai c'est-à-dire préparer ce tableau-là récapitulatif pour quelques modèles d'apprentissage automatique. Je parle de paramètres et d'hyperparamètres. Par exemple, la régression linéaire, on a comme paramètre les coefficients du modèle et bien sûr le b qui est le biais. Ok, les coefficients du polynôme ici, ou bien le coefficient du modèle, parce que le modèle c'est un polynôme. Donc les coefficients du modèle sont les paramètres, le b aussi c'est un paramètre. Il n'y a pas d'hyperparamètre. On ne nécessite pas un hyperparamètre selon bien sûr le principe de l'algorithme utilisé. Dans la régression polynomiale, on a les AI, bien sûr toujours les coefficients du polynôme sont les paramètres, le biais c'est un paramètre, mais les hyperparamètres c'est le degré n du polynôme. Quel degré du polynôme utilisé? Donc c'est une valeur qui est fixée a priori. Dans la KNN, on n'a pas de paramètre, c'est-à-dire vu. On a le K qui est un hyperparamètre, parce qu'on le fixe a priori, donc c'est un hyperparamètre. Et la distance utilisée, bien sûr, dans le processus de l'algorithme KNN. Dans la SVM, le paramètre, on a le WI, le poids, bien sûr, des X, et le B, c'est le biais. Concernant les hyperparamètres, c'est le sigma. On a le sigma qui est à la portée du noyau, on a le C qui est c'est-à-dire une valeur qui contrôle, qui régularise, et on a le gamma et l'epsilon. On va voir ça en détail pour chaque méthode. On va commencer par la régression linéaire simple, puis on va voir la régression polynomiale, ainsi de suite. Très bien, ici c'est un cours d'initiation aux notions de paramètres et d'hyperparamètres. Mais par la suite, on va les toucher sur des exemples réels. On va prendre un dataset et on va faire de l'apprentissage en utilisant
différents modèles et on va voir dans chaque modèle utilisé comment on détermine les paramètres et les hyperparamètres et à quel niveau on les utilise. Et on va même les afficher en utilisant bien sûr le Python. Maintenant, la DNN, le réseau de neurones, le deep learning, on a le biais qui est pour le paramètre. Comme paramètre, on a le biais des neurones donnés. Comme hyperparamètre, on a le nombre de couches d'un réseau de neurones. Ça, c'est quelques paramètres et hyperparamètres de quelques modèles. Très bien. Maintenant, donc, puisqu'on a vu que l'hyperparamètre est c'est-à-dire c'est un contrôleur. C'est grâce aux hyperparamètres qu'on contrôle le processus d'apprentissage. Donc, la détermination de leur valeur est très importante. C'est le souci de chaque data scientist, puis chaque développeur, informaticien. Donc, comment fixer ces valeurs, ou bien comment déterminer les valeurs des hyperparamètres. Ce souci-là, ou bien ce procédé s'appelle l'hyperparameter tuning en anglais. L'hyperparameter tuning. En français, c'est le réglage des hyperparamètres. Donc, comment régler les hyperparamètres ou bien ajuster. Des fois, on utilise le mot ajuster que je préfère bien. C'est-à-dire, je peux dire ajustement des hyperparamètres. C'est-à-dire, j'ajuste. C'est-à-dire, je donne des valeurs qui ajustent mes résultats. C'est-à-dire, qui me donnent des valeurs selon mon cas d'étude. Donc, on dit ajustement des hyperparamètres ou bien réglage des hyperparamètres selon le cas d'étude, bien sûr, et selon le modèle obtenu. Parce qu'entre un cas d'étude et un autre, les hyperparamètres changent. Par exemple, dans mon cas, j'utilise la SVM dans un cas de classification. Un autre développeur utilise la SVM. Il y a l'hyperparamètre C. Que j'ai noté ici, le C. Donc je peux par exemple, dans mon cas, je prends C égale à 4, dans son cas, il va prendre C égale à 100. Vous voyez? Donc c'est selon le cas d'étude. C'est pour ça qu'on parle d'ajustement ou bien de réglage. C'est selon vos données et votre cas d'étude qu'on peut fixer ces valeurs d'hyperparamètres ou bien déterminer bien sûr avec des heuristiques. Donc, ce procédé s'appelle l'hyperparameter tuning ou bien le réglage des hyperparamètres. Donc un algorithme d'apprentissage automatique ne peut en effet fonctionner sans hyperparamètres. Donc ils sont très importants parce qu'ils rentrent dans le processus de l'algorithme de l'apprentissage automatique. Donc l'hyperparamètre tuning ou bien hyperparameter tuning. Normalement ici il me dit je ne mets pas elle veut. Je vais changer parce qu'il faut que je sois correct avec la langue, puisque je prononce le nom en anglais. Donc le, ça n'existe pas, c'est the hyperparameter tuning. En anglais, je vais dire le réglage des hyperparamètres. Ça, c'est, en parenthèse, ça concerne la langue. C'est très important. Et je préfère même, j'utilise l'anglais parce que ça devient, il s'adapte à la technologie. L'anglais, c'est plus important. Vis-à-vis de l'informatique, je pense que, surtout l'IA, je pense que l'anglais c'est plus adaptable que le français. Parce qu'on programme en anglais, et puis les différentes références liées à l'IA, surtout actuellement, pour c'est-à-dire les procédures d'actualité, ils sont écrits en anglais. Donc, vaut mieux, si on fait de l'IA, il faut le faire en anglais. Très bien. Je ferme la parenthèse. Donc, je répète, un algorithme d'apprentissage automatique ne peut en effet fonctionner sans les hyperparamètres. Donc, the hyperparameter tuning, ou bien en anglais, le réglage des hyperparamètres, est une étape cruciale, très importante en machine learning, au point où je vous dis que c'est un souci de chaque data scientist. Ça, c'est un souci. Il doit donner de l'importance à régler les hyperparamètres de son algorithme pour avoir un bon modèle et avoir bien sûr des résultats efficaces. Donc de leur optimisation dépend le bon fonctionnement de l'algorithme d'apprentissage automatique. Donc c'est grâce à l'optimisation, c'est-à-dire le fait de dire optimiser, ça veut dire donner les valeurs optimales, les bonnes valeurs. Donc le réglage ou bien le tuning en anglais nécessite un travail statistique afin de déterminer ceux qui donneront le meilleur résultat, c'est-à-dire afin de déterminer les hyperparamètres qui donneront le meilleur résultat. Il y a beaucoup d'algorithmes, de modèles, de paramètres et d'hyperparamètres. C'est ces paramètres et hyperparamètres qui permettent un bon ou un mauvais modèle. C'est-à-dire, dans le machine learning, il y a beaucoup de modèles, beaucoup de paramètres, d'hyperparamètres, beaucoup d'algorithmes, d'apprentissage, etc. Donc, c'est grâce à ces paramètres et hyperparamètres, c'est-à-dire qui sont comment dirais-je, les constituants de base
des modèles et des algorithmes d'apprentissage automatique. Donc c'est grâce à ces paramètres et hyperparamètres que le modèle il dit bon ou mauvais. Donc un modèle qui met peu d'erreurs, c'est-à-dire il généralise correctement pour les nouveaux cas, est un bon modèle. Donc un modèle qui a peu d'erreurs, c'est-à-dire lorsqu'on va déterminer un bon modèle grâce aux paramètres et hyperparamètres, ce modèle il va faire des prédictions de bonne qualité. Donc il va mettre peu d'erreurs. Donc c'est-à-dire il est plus général pour les nouveaux cas. Donc c'est un bon modèle. Et aussi une autre définition, un modèle qui souffre de l'overfitting, ou bien, c'est-à-dire le surapprentissage, ou bien l'underfitting, le sous-apprentissage, est un mauvais modèle. Et bien sûr, ces conséquences, c'est-à-dire l'overfitting et l'underfitting, il est dû, c'est-à-dire à la mauvaise détermination du modèle, donc automatiquement à la mauvaise détermination des paramètres et hyperparamètres. Donc c'est un mauvais apprentissage. Très bien. Maintenant, les hyperparamètres peuvent être choisis aléatoirement et faire des entraînements du modèle, c'est-à-dire on les fixe a priori, on va changer des valeurs jusqu'à obtenir faire des tests pour avoir le bon modèle. Dans ça, en parenthèse, ça prend du temps, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'on doit tester beaucoup de valeurs, surtout si on a un très grand dataset. C'est une méthode qui est utilisée, mais elle reste toujours limitée, c'est-à-dire coûteuse. Une liste des valeurs est établie pour chaque hyperparamètre. Vous voyez, on donne une liste. Donc, on peut dire que cette liste, elle contient combien de valeurs? Tout dépend de votre cas d'étude. Si le dataset il est très grand, l'algorithme d'apprentissage il prend beaucoup de temps. Donc, on va prendre moins de valeurs. Vous voyez, la liste, elle va être minime par rapport à un petit dataset. Donc, une liste de valeurs est établie pour chaque hyperparamètre et on va les tester et voir. Donc le modèle sera entraîné pour chaque combinaison d'hyperparamètres et un score calculé à chaque fois. La combinaison qui atteint le score le plus élevé sera choisie. Le score, c'est une métrique pour évaluer le modèle. Donc le plus élevé sera choisi, ce qui donnera le meilleur modèle d'apprentissage. Ou bien sûr, ça c'est la façon la plus utilisée. On va fixer une liste de valeurs pour chaque hyperparamètre. On va faire des entraînements avec les combinaisons des hyperparamètres choisis. Après chaque entraînement, on va calculer, c'est-à-dire on va faire des évaluations grâce à des métriques, bien en calculant le score calculé à chaque fois. Donc la combinaison qui atteint un score plus élevé, donc automatiquement elle est choisie, c'est-à-dire ces hyperparamètres sont choisis et le modèle il est choisi. Donc ça va donner un meilleur modèle d'apprentissage parce que le score il est élevé. Mais comme je viens de vous le dire, si le dataset il est très grand, etc., il est volumineux, la big data, donc on peut avoir, c'est-à-dire un coût coûteux, c'est-à-dire on peut avoir de la complexité algorithmique. Donc on pense toujours à une autre solution, on peut utiliser des méthodes d'optimisation, c'est-à-dire des algorithmes, des procédures ou bien des heuristiques, bien sûr selon le cas d'étude, qui vont déterminer ces hyperparamètres pour éviter cette notion de complexité algorithmique. Très bien. Donc maintenant, très bien, je vous dis, il faut utiliser une méthode d'apprentissage, bien une méthode d'optimisation, bien une heuristique pour déterminer ces hyperparamètres. Donc la question qui se pose, quelle méthode choisir pour obtenir ces hyperparamètres? Donc c'est sûr que dans le monde de l'optimisation, qui est un monde vaste, mathématique, statistique, probabiliste, et aussi il est merveilleux. Donc il y a plusieurs méthodes ou approches qui existent pour déterminer les hyperparamètres, ou bien en matière d'hyperparameter tuning, ou bien le réglage d'hyperparamètres. Il existe plusieurs méthodes ou bien approches qui peuvent utiliser dans le domaine de l'hyperparameter tuning, c'est-à-dire le fait de régler les valeurs des hyperparamètres, ou bien ajuster. Je préfère le mot ajuster, c'est toujours bien. Je vais l'ajouter ici parce que ça peut vous aider dans vos rédactions. Ajuster. L'ajustement, on dit réglage ou bien ajustement des hyperparamètres. Ok, très bien. Donc, quelle méthode choisir pour optimiser ces hyperparamètres? Plusieurs méthodes ou approches existent en matière d'hyperparameter tuning ou bien ajustement des hyperparamètres. On peut par exemple utiliser les algorithmes génétiques. Les algorithmes génétiques, c'est des méthodes qui se trouvent dans le domaine de l'optimisation. On peut les adapter à notre machine learning. Il y a autre, c'est-à-dire dans le domaine de l'hyperparameter tuning, ou bien d'autres méthodes. Toujours on peut utiliser toutes les méthodes d'optimisation. Ça prend c'est-à-dire
ça prend de l'effort, bien sûr, à comprendre ces méthodes-là et les adapter à votre, c'est-à-dire hyperparameter tuning ou bien le machine learning en général. Donc tous les essais sont autorisés. L'essentiel est qu'ils valident le cas d'étude. Il doit bien sûr. Vous pouvez utiliser tout type de méthode d'optimisation. L'essentiel, il faut, c'est-à-dire les valider, bien sûr. Je vais vous citer par la suite un article qui a utilisé les algorithmes génétiques dans l'hyperparameter tuning et ça a donné un très bon résultat. Donc, comment ajuster ces hyperparamètres ou bien les régler? Les paramètres du modèle sont optimisés ou bien réglés par le processus d'entraînement. Donc, on exécute les opérations du modèle sur les données, on compare la prédiction obtenue avec la valeur réelle pour chaque instance de données, on évalue la justesse et on ajuste les paramètres jusqu'à trouver les valeurs les mieux adaptées. Maintenant, les hyperparamètres sont réglés en exécutant l'ensemble de votre tâche d'entraînement, puis en analysant la justesse globale pour ajuster les hyperparamètres. Donc, dans les deux cas, on modifie la composition du modèle afin de trouver la meilleure association pour gérer notre problème. Donc, c'est-à-dire vous résumer ce récit, ou bien cette définition, c'est-à-dire, c'est sûr que les paramètres, ils constituent le modèle. Le modèle, comment on l'obtient? Avec l'algorithme d'apprentissage. Donc, cet algorithme, il va nous déterminer un modèle d'apprentissage. Et dans le cas de la prédiction, on va essayer de donner les valeurs de nouveaux cas pour avoir les valeurs des paramètres de nouveaux cas pour avoir notre résultat. Mais les hyperparamètres, comment on les règle? En exécutant l'ensemble de votre tâche d'entraînement. C'est avant de commencer la prédiction, on va, c'est-à-dire avant d'opter pour notre modèle, les hyperparamètres sont exécutés avec une liste de valeurs pour obtenir le bon modèle. Vous voyez, on va calculer le score pour évaluer le modèle et dire que est-ce que c'est le modèle qu'on va utiliser pour la prédiction ou non. Vous voyez, très bien. Donc, c'est sûr qu'il y a une difficulté à prendre des hyperparamètres, puisque c'est des valeurs, c'est-à-dire leurs valeurs ne sont pas garanties, on n'a aucune garantie sur telle ou telle valeur de l'hyperparamètre. Donc, bien sûr que ça englobe, par conséquence, bien génère par conséquence une difficulté à apprendre les hyperparamètres ou bien à les ajuster. Donc, il y a c'est-à-dire l'hyperparameter tuning ou bien le réglage des hyperparamètres est une procédure très difficile. Parfois, les hyperparamètres ne peuvent pas être appris en utilisant des méthodes bien connues basées sur le gradient, par exemple, qui est une méthode couramment utilisée pour apprendre les paramètres. Donc, les hyperparamètres sont des paramètres décrivant une représentation du modèle qui ne peut pas être appris par les méthodes d'optimisation classiques, mais qui affectent néanmoins la fonction objective en général. On va voir par la suite que les hyperparamètres se trouvent dans la fonction objective. C'est-à-dire c'est une fonction qui minimise les erreurs. Elle rentre dans, bien sûr, le modèle de l'algorithme. Donc, c'est ça ce qui génère la difficulté de l'apprentissage automatique. Bien c'est-à-dire de l'hyperparameter tuning. Donc, ajuster les hyperparamètres ou bien les régler est un problème d'optimisation. Ça revient à un problème d'optimisation. On va voir par la suite. Donc, je vais vous donner la formule de la fonction objective et bien sûr du modèle. Donc, l'optimisation des hyperparamètres trouve les hyperparamètres qui produisent un modèle optimal qui minimise une fonction objective prédéfinie sur les données de test données. Donc, la fonction objective prend ces hyperparamètres et renvoie le coût associé. Vous voyez? Donc, c'est grâce c'est-à-dire aux hyperparamètres qui se trouvent dans la fonction objective. Notre problème, c'est un problème d'optimisation. On voudrait minimiser une fonction objective. Bien sûr, c'est selon la forme de la fonction objective qu'on aura nos contraintes. Qu'on aura le processus de l'algorithme qui minimise cette fonction objective. Et le coût de la fonction objective détermine les paramètres du modèle. Donc, c'est un procédé d'optimisation. Vous voyez, c'est des algorithmes d'optimisation. En général, en optimisation, on doit optimiser une fonction objective, une fonction coût. On dit fonction objective, lui, en fonction coût. Donc, dans le machine learning, ça revient, les algorithmes de l'apprentissage automatique, ou bien les algorithmes du machine learning, revient à minimiser une fonction objective. On a un modèle, c'est vrai, mais pour déterminer les paramètres du modèle, on va utiliser des concepts mathématiques qui vont se terminer par une fonction objective à minimiser sous des contraintes. Donc c'est un problème d'optimisation. Et on va le détailler pour le cas de la régression linéaire et pour le cas de la SVM. Très bien.
Maintenant, la question qui se pose, combien il y a d'hyperparamètres dans un apprentissage automatique? Par exemple, ici, je vous ai donné un tableau récapitulatif. Je vous ai donné quelques exemples d'algorithmes d'apprentissage. Je vous ai donné les paramètres qui existent et les hyperparamètres qui existent. Vous pouvez me dire, on peut ajouter une colonne pour dire combien on a de paramètres. Vous voyez, par exemple, ici j'ai le C, le sigma, le gamma, j'ai 4, ici j'ai 2, ici j'ai 1, ok? Mais pour les différents algorithmes d'apprentissage automatique, combien il y a d'hyperparamètres? La question se pose. Donc le nombre d'hyperparamètres à optimiser peut varier d'une méthode à l'autre. Si la SVM a 2 ou 3 paramètres, le C, le gamma, le kernel, l'epsilon, donc peut être considéré comme un hyperparamètre dans certains cas, c'est-à-dire pour le gamma. Donc, par exemple, la SVM elle a 4 hyperparamètres, très bien. Pour les méthodes avec des arbres de décision, qui sont des algorithmes d'apprentissage, on peut avoir plus de 20 hyperparamètres. Et pour les méthodes de deep learning, le nombre d'hyperparamètres à optimiser peut rapidement devenir très grand. Vous voyez? Donc les hyperparamètres varient selon la difficulté algorithmique de l'algorithme d'apprentissage. Parce qu'un algorithme d'apprentissage en deep learning, il est plus lourd sur le processus qu'un algorithme d'apprentissage supervisé comme la régression linéaire. Donc, le nombre des hyperparamètres, c'est selon l'algorithme utilisé. Bien. Donc, il est donc clair qu'il est difficile de trouver instinctivement tous ces paramètres. Donc, si on a beaucoup de paramètres, 20 et plus, comment ajuster ces hyperparamètres? Donc, vous voyez le souci de l'hyperparameter tuning, ou bien le réglage des hyperparamètres. Donc la solution, heureusement, on a plusieurs méthodes qui peuvent nous aider à déterminer les hyperparamètres. Donc parce que si on a 20, 30 ou bien 40 hyperparamètres, le développeur ou bien le data science, il va avoir, c'est-à-dire un problème à fixer ses valeurs et à tester et à calculer le score et voir, etc. Donc il aura c'est-à-dire il va prendre beaucoup de temps dans la phase de test de son algorithme. Donc automatiquement ça va être coûteux et aussi pas très comment dirais-je, pas très sémantique ou bien pas très c'est-à-dire c'est un procédé de mauvaise qualité par le fait de prendre du temps à fixer des valeurs et voir. Donc heureusement on peut utiliser des algorithmes et des heuristiques qui vont permettre de déterminer d'une façon optimale, c'est-à-dire selon le principe de l'heuristique ou bien de la méthode, ils vont donner les valeurs optimales de ces hyperparamètres. C'est pour ça que actuellement c'est l'actualité dans le machine learning, c'est d'utiliser des heuristiques ou bien des méthodes d'optimisation pour déterminer les hyperparamètres. Donc dans l'algorithme d'apprentissage, on injecte des méthodes d'optimisation pour déterminer les hyperparamètres. Exemple, donc dernièrement, il y a des articles qui ont utilisé ces méthodes-là et qui ont donné des bons résultats. Par exemple, il y a la méthode de grid search, il y a la méthode random search et les méthodes bayésiennes. Donc ces méthodes-là sont des méthodes utilisées pour déterminer de bonnes valeurs des hyperparamètres. On va voir dans d'autres vidéos un exemple, c'est-à-dire détaillé, en utilisant ces méthodes-là, bien sûr. Maintenant, je vais sur le plan, parce qu'on va faire un petit peu de la programmation avec Python. Donc, je vais considérer la régression polynomiale et spécifiquement la régression linéaire, c'est-à-dire pour ne pas alourdir la programmation. Donc, en régression linéaire, donc on a une régression polynomiale. Dans notre cas, en Python, je vais utiliser la régression linéaire. Donc, c'est un cas particulier de la régression polynomiale, bien sûr, avec le degré égal à 1. Donc, je vous donne la formule de la régression polynomiale en général, et puis on va prendre le cas spécifique dans le cas où le degré du polynôme est égal à 1. Donc, en régression polynomiale, on évalue chaque variable prédictive en l'associant à tous les degrés polynomiaux de 1 à 4. Donc, ça, c'est la formule du modèle de la régression polynomiale. Vous voyez qu'on a les paramètres qui sont les coefficients du polynôme. Donc, on a θ0, le biais, on a le θ1, c'est-à-dire θ1k, θ1k-, etc. Comment j'ai déterminé ce modèle? C'est-à-dire chaque variable, chaque caractéristique x, i, on va, c'est-à-dire prendre des degrés de 1 à k, de 1 à k. Donc on a k, k-1, k-2 jusqu'à 1 pour le x1. La même chose pour le x2, bien sûr, avec les paramètres ici, qui sont les coefficients. Donc la même chose, donc jusqu'à m, parce qu'on a la dimension m. Les x, ils ont une dimension égale à m. Donc jusqu'à θmk, xmk.
c'est-à-dire ici, pour le x1, je vais prendre pour le x1 jusqu'à θ11, x11. Maintenant, la même chose pour x2, x3 jusqu'à xm. Donc, on a θm, xmk plus θmk, ainsi de suite. Vous voyez, jusqu'à bien sûr k égale à 1. Je commence par k et je termine à 1. Je prends le coefficient, parce que 1 c'est le degré que j'ai fixé en général. C'est le degré du polynôme égal à k. Donc, si le k est égal à, c'est-à-dire 5 par exemple, je commence par 5, puis 4, 3, 2, 1 pour x1. La même chose. 5, 4, 3, 2, 1 pour le x2, ainsi de suite. Vous voyez, jusqu'à θmk-1, xmk-, ainsi de suite. Donc, ici, je vais décortiquer les constituants du modèle. On voit ici qu'on a le x, c'est un vecteur des caractéristiques, les features, qui se trouvent dans le dataset. Donc, le xc, c'est un vecteur qui contient les vecteurs x1, x2 jusqu'à xn dans une matrice. Bien sûr, c'est transposé. Et le vecteur des caractéristiques, bien le futures. Donc, l'ensemble des caractéristiques, c'est une matrice. On va voir par la suite. Y, c'est l'observation, bien le résultat, bien la target. Donc, c'est y1, y2 jusqu'à ym transposé. C'est le vecteur des résultats ou bien les targets. Et on a le θ, de θ1 jusqu'à θm, et le vecteur poids, ou bien les coefficients du poids. Normalement, on a θ1 jusqu'à θ1k. Normalement, c'est tous les coefficients ici, avec le, bien sûr, ça c'est le cas de k égale à 1, avec tous les coefficients de polynomial ici. Donc, je devais ici ajouter 1k, 1k-1 jusqu'à 1, θ2k, θ2k-1 jusqu'à θ2 1 et θ3 jusqu'à bien sûr le nombre des xi utilisés. Donc, c'est un vecteur poids, ou bien on le dit, c'est-à-dire c'est le vecteur des coefficients du polynôme. Donc, c'est un vecteur paramètre. On a dit qu'on a déjà vu que les coefficients du polynôme, ce sont les paramètres du modèle. Donc, c'est un vecteur paramètre qui contient tous les paramètres du modèle de régression linéaire, ou bien polynomial. Ça, c'est polynomial normalement. Je dois changer ça. C'est polynomial parce que le cas, pour k égale à 1, le cas particulier pour k égale à 1, c'est le degré égal à 1, alors c'est une régression linéaire. Bien. Et on a bien sûr θ0 qui est le biais. Et bien sûr, on utilise dans le Python, on va utiliser des matrices. C'est-à-dire, on va régulariser nos deux vecteurs x et y, quel que soit le nombre de, c'est-à-dire de données, quel que soit le nombre de caractéristiques à prendre. C'est-à-dire, on peut considérer une seule caractéristique, x1. On peut considérer 2, 3, 4, etc. Quelle soit la dimension, c'est-à-dire, on peut utiliser jusqu'à m dimensions. Mais dans le Python, on va utiliser des matrices. Pourquoi? Matrix, c'est un vecteur. Donc, un vecteur, il a n lignes, c'est-à-dire m lignes et une colonne. Mais c'est une matrice. M lignes et une colonne, c'est une matrice. Donc, on doit prendre la notion de colonne. Vous voyez? Donc, c'est m lignes et une colonne. Donc, c'est une matrice avec m fois 1. Donc, x et y sont des matrices du dataset. Et bien sûr, on va voir dans notre modélisation, on va utiliser ce symbole-là qui est le point. C'est quoi? C'est le produit matricier de deux matrices. On va le voir par la suite. Très bien. Donc ça, c'est le modèle de la régression linéaire. J'ai décortiqué les différents symboles ou bien, comment dirais-je, les constituants du modèle. Donc ce sont les xi, les yi, les θi, et puis le θ0 bien sûr, et les matrices x et y. C'est-à-dire, à partir de x et y, on déduit leur matrice. Pourquoi? Justement, c'est ça la remarque ou bien la nota. En pratique, c'est-à-dire avec Python dans notre cas, on considère x, c'est-à-dire comme matrice, et y comme matrice. Donc on a x appartient à Rn fois m, donc on a n observations et on a m caractéristiques. Et y appartient à Rn fois 1. Donc malgré que c'est un vecteur qui a une seule colonne, mais c'est une matrice. Donc c'est Rn fois 1. Vous voyez? Donc, on est dans notre cas, on est dans un espace de dimension n. Donc, on a la dimension m, parce qu'on a m caractéristiques. Très bien. Et n exemples. Donc, la régression linéaire, simple, on va utiliser la régression linéaire dans le cas où le k égale à 1. Donc, on a deux cas dans la régression linéaire. On a la régression linéaire simple et la régression linéaire multiple. Donc, la régression linéaire simple, c'est quoi? C'est lorsqu'on a une seule variable explicative, alors on est dans le cas de la régression linéaire simple. Lorsqu'on va prendre un seul x, vous voyez, c'est-à-dire x, on a ici la dimension égale à 1. Donc, on a Rn fois 1. On a un vecteur qui va être utilisé comme matrice x, qui a n exemples, n lignes et une seule colonne. Donc, ça, c'est le cas de la régression linéaire simple. Maintenant, la régression linéaire multiple, c'est par conséquent la régression linéaire multiple et lorsqu'on va prendre au moins deux variables explicatives. Si on a plus que deux,
c'est-à-dire la dimension de 2 jusqu'à m, donc c'est une régression linéaire multiple. Ici, c'est le m égale à 2, supérieur ou égal à 2, donc de 2 jusqu'à m, c'est-à-dire la dimension de 2 jusqu'à m, donc c'est une régression linéaire multiple. Donc elle est simple lorsqu'on va prendre une seule variable x, puis une seule caractéristique x. Vous voyez? Donc on a deux types de régression. On va voir les deux cas, bien sûr. Dans notre cas, toujours pour tester les résultats. On va commencer par la régression linéaire simple et on va terminer par la suite. Donc la régression linéaire est une régression polynomiale de degré 1. Donc en général, la régression linéaire, parce que vous voyez que la régression polynomiale, on a ici le coefficient. Donc si on a un coefficient, donc c'est non linéaire. Vous voyez, c'est non linéaire. Donc la régression polynomiale, elle est non linéaire. Lorsque le k égale à 1, donc on n'a pas de coefficient, donc c'est une régression linéaire. Et on a deux types, simple et multiple. Bien. Dans notre cas, donc la régression linéaire est une régression polynomiale de degré 1, donc ça c'est le modèle. Puisque k égale à 1, donc ça c'est plus simple. J'ai enlevé tous les cas où le degré est supérieur égal à 1, tous les constituants dont le degré est supérieur égal à 1, bien sûr, de ce modèle-là, j'ai enlevé tous les cas où tous les constituants dont le cas il est supérieur à 1. Je garde que le degré 1. Donc j'obtiens ici bien sûr y qui dépend de x et de θ. On a le biais θ0 plus θ1x1, θ2x jusqu'à θmxm. On a m dimensions. Donc les θi sont les paramètres du modèle, les coefficients, qui sont les coefficients du polynôme. Toujours je répète, pour que l'étudiant, bien le follower, comprenne bien, c'est-à-dire, comment dirais-je, il va, c'est-à-dire, garder cette terminologie, c'est important. Donc la fonction co à minimiser qui est utilisée dans le concept de l'algorithme de la régression linéaire, on a le fθ qui est égal à 1 sur m, la somme de i allant de 1 jusqu'à m, x fois θ moins y au carré. Normalement le i ici doit être ici, le i c'est le compteur de la matrice x. Je pouvais utiliser les xi, fxi et yi, mais j'ai utilisé l'écriture matricielle pour simplifier le modèle. Donc il y a des cas où on prend, c'est-à-dire dans le cas ici le 1 sur m, c'est une valeur pour régulariser le calcul et le simplifier, pour faciliter les calculs. Je vais vous préparer une vidéo pour voir comment on a déterminé ce modèle, pour que l'étudiant comprenne que tout est à base mathématique. Je vais vous détailler comment on a obtenu ce modèle de la régression linéaire simple. Donc, on a 1 sur m, des fois on trouve 1 sur 2m. C'est toujours la même chose, c'est pour simplifier les calculs. Donc, il y a des cas où on prend 1 sur 2m. Donc, dans ce cas, l'apprentissage est le fait d'estimer les poids en se basant sur les données d'entrée et les résultats attendus. Donc, on va essayer de minimiser cette fonction objectif. Donc, cette fonction objectif, c'est-à-dire comme objectif, on aura le fait de minimiser cette fonction coût. C'est-à-dire quelles sont les valeurs de θ qui vont, c'est-à-dire minimiser. Vous voyez que comme variable, on a pris le θ. Parce que le x et le y, c'est les données d'entrée, ils sont connus. C'est les données du dataset. Y, c'est la target, le résultat. Et x, c'est les caractéristiques, la matrice des caractéristiques, des xi. Vous voyez? Donc ça, c'est le modèle de la régression linéaire simple. Bien. Donc, la fonction co est importante parce que c'est en minimisant cette fonction co qu'on va déterminer les paramètres θ. Donc la fonction coût f c'est quoi? C'est-à-dire mathématiquement, c'est l'erreur quadratique moyenne, ou bien on l'appelle mean square error. Dans la vidéo que je vais vous préparer, on va comprendre ça mieux en faisant des visualisations graphiques mathématiques. Donc la fonction coût f c'est l'erreur quadratique moyenne ou bien mean square error. Donc on voudrait minimiser cette erreur-là. Donc l'algorithme d'apprentissage détermine les meilleures valeurs des paramètres θi, i allant de 1 jusqu'à m, qui minimisent la fonction coût. Donc on a x et y sont les données connues du dataset utilisé. Donc x c'est la matrice des variables caractéristiques, xi, et y c'est le vecteur, donc c'est toujours la matrice qui a n lignes et une colonne des targets ou bien des résultats. Donc on va considérer θ ici dans notre réseau, parce que quelqu'un peut me poser la question, où est le θ0? Très bien, parce que le θ1 normalement il a θ1, θ2 jusqu'à θm, c'est le vecteur θ et on a le θ0. Donc on a, c'est-à-dire injecté le θ0 dans le θ, c'est-à-dire il contient tous les paramètres avec le biais pour faciliter bien sûr le modèle mathématique et bien sûr faciliter le calcul matriciel. Bien sûr, on va utiliser des matrices. Déjà, le fait d'utiliser des matrices, ça facilite le calcul. Parce que le concept matrice, c'est un concept très important de l'algèbre mathématique qui permet, bien sûr, de faciliter les calculs lorsqu'on a des calculs volumineux, des données volumineuses.
Donc, on va considérer θ, c'est le vecteur qui contient le biais, le θ0 et les différents θi avec i allant de 1 jusqu'à m. Donc le θ, il a une dimension de m plus 1. On a ajouté le biais au vecteur pour avoir ce produit scalaire, ce produit matriciel entre la matrice X des caractéristiques et le vecteur θ des paramètres. Et on a bien sûr le Y qui est là, c'est-à-dire le résultat. Donc il existe plusieurs méthodes d'optimisation pour minimiser la fonction coût Fθ dans le cas de la régression linéaire simple. Par exemple, il y a la méthode de descente. J'ai déjà préparé une vidéo sur le principe de la méthode de descente, de gradient. Et puis la méthode, je vais vous laisser le lien dans la description pour les gens qui sont intéressés à comprendre le principe d'une façon très détaillée. Vous savez bien pourquoi? Parce que si vous voulez programmer, toujours je reviens à la notion de développement. Si vous voulez développer le modèle, l'algorithme d'apprentissage régression linéaire, il vaut mieux comprendre le principe de la méthode de descente des gradients pour pouvoir le développer ou bien le programmer. Sinon, vous pouvez toujours utiliser c'est-à-dire le modèle régression linéaire qui est dans la librairie scikit-learn de Python. Mais c'est toujours important pour un informaticien de comprendre le principe de l'algorithme pour qu'il puisse au moins déduire ou bien faire des interprétations de ses résultats. Et il peut toujours le programmer pour être sûr de ses résultats. Bien. Donc, c'est la méthode ici dans la régression linéaire qui sont utilisées pour minimiser sa fonction coût dans le but de trouver le vecteur θ, qui est le vecteur des paramètres du modèle. Donc, on utilise la méthode de descente de gradient et la méthode des moindres carrés. Très bien. Il y a d'autres méthodes, bien sûr, ça c'est le plus utilisé. Donc, je vais essayer d'appliquer cette régression linéaire simple à un dataset, toujours Iris, parce que je l'ai déjà téléchargé. Donc, je vais... ici, je vous laisse le lien pour télécharger ce dataset, mais je vais vous donner quelques remarques sur le téléchargement. Je vais le détailler dans la vidéo précédente pour ne pas alourdir cette vidéo. J'ai déjà trop parlé. Donc, ça c'est le lien. Je vais le... Non, je vais le copier. Moi, j'ai déjà mon dataset. Il est ici sur ma machine, mais je vais vous montrer comment le télécharger et le régulariser. Donc, je vais écrire le lien ici. Donc c'est dans, c'est-à-dire le site Edu, UCI Edu. Donc vous voyez ici qu'on a ici Download Data Folder. Donc je vais ici cliquer. Vous voyez. Donc on a ici les différents, c'est-à-dire notions à télécharger. Bien fichier. Il y a ici, bon ça c'est des informations en plus. Il y a le iris.data, c'est-à-dire c'est l'ensemble des xi, les observations et les y. Et ici on a les iris name, pardon, pour régulariser c'est-à-dire le tableau du fichier iris. Bon, on a dit que le dataset c'est un fichier ou bien c'est un dataset qui concerne les fleurs iris, sont de belles fleurs. Pour pouvoir, j'ai déjà présenté ce dataset dans des vidéos précédentes de l'apprentissage supervisé. Donc il contient les différentes observations. Donc chaque fleur elle a des caractéristiques sur la longueur de la pétale, de la sous-pétale, etc. Et on a plusieurs informations pour dire si c'est le type de l'iris, parce qu'on a plusieurs types de fleurs d'iris. Donc je le télécharge ici, je l'ai déjà téléchargé, mais il y a des choses à faire pour c'est-à-dire adapter les données au nom. Pardon. Je vais vous montrer ça par la suite. Très bien, donc dans la vidéo qui va suivre, je vais vous montrer comment je télécharge mon dataset et c'est-à-dire je vais le former sous forme d'un fichier CSV. Bien. Donc cela termine mon exposé. Je vais revenir maintenant à la programmation. Donc j'ai lancé mon navigateur Anaconda. J'ai lancé le Jupyter que j'utilise comme notebook pour écrire mon code. Mais vous pouvez toujours utiliser Spider. Il est très intéressant. Donc lorsque je l'ai lancé ici, donc j'avais déjà, c'est-à-dire, vous voyez qu'il va me donner ici la page d'accueil du navigateur. Donc ici j'ai lancé un fichier que j'ai appelé régression. J'ai déjà écrit mon code. Je vais l'expliquer en détail dans la vidéo qui va suivre pour ne pas alourdir cette vidéo.
Donc ici, je vais faire des exécutions à la va-vite. Donc j'ai téléchargé mon fichier iris. Mon dataset qui s'appelle iris.csv que j'ai ici dans la partition D, d'accord. Puis je vais l'afficher, donc Shift Entrée. Bien sûr, en important les bibliothèques dont j'aurai besoin, comme Panda par exemple. Bien, vous voyez qu'on a ici l'affichage de ce dataset qui contient 150 cas, ou bien 150 exemples. Bien, maintenant je vais prendre ici mes X et mes Y. Donc, vous voyez ici, c'est pour me, comment dirais-je, j'ai pris c'est une régression linéaire simple. Donc, on a une seule variable. Donc, vous voyez ici, c'est le vecteur X qui contient une seule variable, ici, la matrice X. Donc, on a 150 lignes et une colonne. C'est la matrice X, c'est-à-dire c'est le vecteur X, mais je vais le considérer comme matrice pour le calcul. Je dois avoir la ligne et la colonne. Des fois, il y a des erreurs dans le Python. Il considère que la ligne. Il faut l'ajuster en utilisant le reshape. Le shape, c'est pour pouvoir redimensionner la matrice sous forme de ligne et colonne. Bien, il faut faire attention à cette notion. Des fois, vous aurez des erreurs sans comprendre que c'est cette notion-là. Donc, il faut toujours afficher la dimension de X et des Y pour voir qu'on a les lignes et les colonnes. Parce que des fois, il considère que les lignes. Donc, vous aurez des erreurs par la suite. Dans mon cas, j'ai utilisé ici le iloc avec ici c'est-à-dire le numéro de la colonne. Donc, je n'ai pas besoin de faire le shape. Très bien. Donc, vous voyez que X, il a 150X, 1, et le Y, on a 151. Très bien. Et on peut utiliser n'importe colonne comme Y et n'importe colonne comme X, selon vos besoins. L'essentiel, vous avez votre dataset, vous allez voir. Donc, la première colonne, c'est la longueur de la sépale. La deuxième, c'est la largeur de la sépale. Ici, c'est la longueur de la pétale, la largeur de la pétale. Et puis ici, on a le type. Donc, on a la célosa, on a la Virginie, on a plusieurs types catégories de fleurs. Très bien. Donc, très bien. Puisque j'ai mes X et mes Y, maintenant, je peux adopter ou bien utiliser n'importe quel modèle d'apprentissage. Dans mon cas, c'est la régression linéaire et aussi la polynomiale. Je vais expliquer dans la vidéo précédente. On va faire la régression linéaire simple, la régression linéaire multiple et la régression polynomiale. Parce que la polynomiale elle est non linéaire. Ici, j'ai besoin de Matplotlib pour schématiser, bien figurer mon dataset. Vous voyez. Donc, on a ce dataset, c'est l'ensemble des points X de mon dataset. Très bien, j'ai utilisé le scatter de Matplotlib. Maintenant, je vais prendre ici deux modèles. Il y a la linear regression, c'est-à-dire la régression linéaire, puisque j'ai un seul X. Donc, c'est une régression linéaire simple. Et je vais utiliser la régression polynomiale. Vous voyez, comme degré égal à 3. Vous voyez ici, donc comme hyperparamètre, on a le degré pour la régression polynomiale. On a degré égal à 3. Donc je dois fixer le 3 parce que selon le degré, il va utiliser les variables. Parce que le degré, il est en fonction, c'est-à-dire le cas en fonction des xi. Donc il va adapter le degré au nombre de caractéristiques. Donc degré égal à 3, je peux prendre 4, 5, 6. Le degré du polynôme. Donc c'est un hyperparamètre qui est fixé a priori, donc je le fixe en avant. Donc ici je l'ai fixé manuellement, c'est-à-dire en écrivant ici le nombre de degrés. Je peux ici utiliser une heuristique pour déterminer le bon degré, parce qu'on peut avoir la question quel degré prendre, 5, 4, 10, 8, 2, vous voyez, c'est important. Et puis c'est la régression linéaire. Donc je vais déterminer ces deux modèles. Très bien, je les ai appris. Maintenant, je vais afficher la régression linéaire simple. Donc, vous voyez très bien, sur la régression linéaire, vous voyez, on remarque qu'elle est quand même, elle est bien parce qu'elle est au milieu. Je vois qu'à peu près c'est bon parce qu'elle est au milieu de différents points de mon dataset. Donc, sur une régression linéaire. Maintenant, je vais afficher la régression polynomiale parce que je vais utiliser, dans le cas où j'utilisais la régression polynomiale. Vous voyez, polynomial, donc c'est pas linéaire, c'est non linéaire. Donc vous voyez que ici c'est une courbe, vous voyez c'est une courbe. Elle est non linéaire, mais quand même visuellement elle est bonne, parce qu'elle rentre dans les points. Très bien. Maintenant on va les afficher tous les deux en même temps, la linéaire et la polynomiale. Donc vous voyez qu'on a la linéaire et la polynomiale, ils sont proches quand même, c'est bon. Donc dans les deux cas, l'apprentissage il est bien. Maintenant, c'est visuellement, mais normalement, on doit calculer le score, on va utiliser des métriques pour voir que le modèle il est bien. Mais visuellement, c'est bon parce que je vois que ça rentre dans les différents points. C'est-à-dire, ça, comment dirais-je, dans le moyen, l'OSAPIA. Vous voyez, c'est important. Je vais expliquer ça dans la vidéo précédente qui va venir parce que c'est-à-dire, elle devient très lourde. Ici, maintenant, je vais utiliser deux fonctions c'est-à-dire
des librairies scikit-learn, qui est linear intercept. Et c'est-à-dire le nom du modèle, ici c'est la régression linéaire simple, il y a intercept et coefficient. Ça c'est-à-dire le biais qui est le B, c'est-à-dire parce que c'est y égale à x plus b, c'est le b, et ça c'est le a, les ai. Le coefficient du polynôme est bien b, le biais, le facteur θ0. Donc, vous voyez ici, c'est-à-dire ici, je vais afficher le modèle qui était appris par l'algorithme de la régression linéaire simple. Donc, normalement, il m'a déterminé le A et le B, parce que la régression linéaire simple, sa formule c'est quoi? Y égale à de x plus b. Je vais vous le montrer ici. Comme rappel, la régression linéaire simple, vous voyez, donc y égale à de x plus b, donc il va me donner, bien dans mon cas j'ai appelé ça le θ, c'est-à-dire c'est θ1x plus θ0. Donc il va, je vais prendre ces deux variables, après dans la vidéo qui va venir, je vais prendre une seule notation, vaut mieux, c'est-à-dire il faut juger, bien utiliser une seule notation pour ne pas se perdre. Donc c'est θ1 et θ0, dans mon cas c'est a et b, je vais les voir ici dans l'exécution. Donc le A, vous voyez qu'il m'a donné la valeur de A, c'est 0,41, etc. Oui, très bien. L'affichage, là ça c'est le B pour le A. Shift entrée. Le A c'est moins 0,36 et le B, c'est vrai c'est moins. Ça se voit ici parce que si c'était positif, normalement c'est le contraire. Ça montre que c'est négatif. Le coefficient A il est négatif. Maintenant le coefficient B, Shift entrée, vous voyez c'est 0,41, etc. Maintenant je vais afficher le modèle sous forme de A de x, c'est-à-dire AX plus B. Donc je vais l'afficher, Shift entrée. Donc le modèle de la régression linéaire simple, c'est, vous voyez c'est le coefficient AX, normalement ici c'est le A ici. Vous voyez, et le B ici. Ok, donc je vais réexécuter. Donc c'est A, coefficient AX plus le B. Vous voyez, très bien, il m'a affiché le coefficient. Maintenant, pour la polynomiale, on a pris le degré 3. Donc, on a 3 coefficients normalement, 4 pour le θ0 et les autres coefficients. Donc, j'ai utilisé ici la régression polynomiale. Donc, vous voyez qu'il m'a affiché le A très bien, c'est-à-dire qui est le... Et maintenant, il m'a affiché 1, 2, 3, 4, les différents θi. Donc, le modèle de la régression linéaire, bien la régression polynomiale, vous voyez, on a ici un vecteur, parce qu'on a pris 3. Donc, on a 3, ça commence par 0, donc c'est 4 coefficients, plus 0, etc. Donc, ça termine notre vidéo. À la prochaine vidéo pour expliquer ce programme. Merci pour votre attention.